Salut! Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 livres que j'ai lus en début d'année 2021. 3 livres d'auteurs qui sont quand même assez versatiles, je dirais. Et on va commencer tout de suite avec le premier livre. Le premier livre que j'ai lu, c'était d'ailleurs vraiment le premier livre de l'année que je lisais, il me semble. Il s'agit de L'Abominable de Dan Simmons. Donc de l'auteur, j'avais déjà lu Terreur, qui a été adapté en série sur Amazon Prime. Et dans ce livre, on est à peu près dans le même genre d'ambiance, mis à part que Terreur se passe en mer, même si voilà, il y a quand même des éléments de glace et de neige, etc. Et là, on se trouve sur l'Everest. Donc pour l'histoire, il s'agit d'un groupe d'alpinistes qui ont été plus ou moins engagés par une puissante aristocrate pour retrouver, je sais plus si c'est son fils ou son neveu, on va dire que c'est son fils, pour retrouver son fils qui s'est rendu sur l'Everest et qui depuis n'a plus donné signe de vie. Mais quand je dis depuis, je pense pas que ça se compte en beaucoup d'années, mais bon, ça fait un moment quoi, ça fait pas 2 semaines. Du coup, ils vont profiter de cette occasion et de la générosité de cette vieille dame qui va leur offrir leur voyage ainsi que tout le matériel dont ils auraient besoin euh, pour, euh, pour saisir l'occasion de tenter de monter jusqu'au sommet de l'Everest une fois évidemment qu'ils auraient retrouvé le corps ou la personne du fils décédé. Je sais pas si c'était très clair, mais on va dire que vous avez compris le pitch principal. Donc ce qui est très intéressant dans ce livre, et je vous conseille de ne pas skipper ce passage, il s'agit en fait du tout début du livre. Je sais pas si c'est préface, introduction, introduction, voilà. Là vous avez, je sais pas si vous allez voir, introduction. Donc l'introduction qui fait, je dirais, environ une trentaine de pages où en fait Dan Simmons, l'auteur du livre, va partir à la rencontre de Jake Perry qui est un alpiniste américain. Et à la base, je ne sais plus pourquoi il va le rencontrer, mais c'est pas du tout pour les raisons qui vont ensuite être amenées. Il va le rencontrer pour lui poser, je pense, quelques questions sur la montagne, l'alpinisme, etc. Mais sans plus, voilà, c'est juste un petit travail de recherche pour d'éventuels futurs romans, mais il n'a pas particulièrement de projet précis en tête. Donc il raconte sa rencontre avec cet homme-là, avec Jake Perry. Et il va être un petit peu fasciné par le personnage et par sa prestance, et il va se rendre compte que peut-être Jake Perry a beaucoup plus de choses à raconter que ce qu'il ne lui dit sur le moment. Et par la suite, dans des circonstances que je ne vais pas vous révéler pour ne pas trop vous spoiler le livre, même si bon, c'est au tout début, hein, Jake Perry va faire parvenir à Dan Simmons un manuscrit qu'il a écrit pendant des années, qui raconte une histoire, qui raconte l'histoire qui va être présentée dans ce livre. En fait, Dan Simmons a accepté, on va dire, d'aider Jake Perry à publier son manuscrit. Donc à mon avis, il l'a corrigé, il l'a sûrement un petit peu amélioré. Il ne revient pas trop sur les détails de comment il a travaillé sur le manuscrit avant de le publier, mais bon, voilà, on peut quand même supposer que il a retravaillé un peu la plume, il a peut-être ajouté certaines choses, retiré certaines, enfin voilà, pour que ce soit recevable. Donc voilà, pour moi c'est quand même important de savoir qu'à la base c'est le manuscrit d'un alpiniste, hein, voilà, qu'on est en train de lire. Après je pense pas que ce soit faux, il n'y a rien qui laisse supposer que ce soit une fausse introduction, on va dire. Peut-être que je me trompe, hein, mais dans tous les cas ça apporte quelque chose. Quand vous lisez une histoire comme celle-ci, où il y a un très léger côté fantastique, le fait de savoir que voilà, ça a été écrit par une personne réelle, je trouve que ça rajoute quelque chose. En plus, si c'est vraiment le cas, c'est juste quand même une question de respect de mentionner qu'effectivement, il n'est pas l'auteur de l'idée originale de ce livre, sachant que sur la couverture, il n'y a à aucun endroit le nom de Jake Perry. Après, c'est la couverture française.
Je sais pas ce qu'il en est pour la couverture VO, mais là, en tout cas, que ce soit en couve ou en quatrième, il n'y a vraiment aucune notion de qui est Jack Perry. Alors, c'est un livre très très long à se mettre en place. C'est-à-dire que voilà, nous quand on voit le livre, quand on lit la quatrième, on sait tout de suite qu'on va suivre des personnages dans la montagne, etc. Sauf que entre le début du livre et le moment où il se trouve vraiment sur la montagne, il se passe bien 300 à 400 pages quand même. C'est un peu long. Et bon, c'est sur un livre de 1000 pages, hein, donc, mais quand même, c'est un peu long. On va suivre toute la préparation d'expédition, un début d'enquête pour savoir ce qu'il a pu advenir de l'alpiniste disparu en fait. Et il va y avoir aussi beaucoup de détails techniques sur l'alpinisme, sur le matériel utilisé, pourquoi, par exemple, dans des vêtements d'alpinisme, pardon, tel matériau est plus utile, est à favoriser par rapport à un autre, etc. On a vraiment beaucoup de détails là-dessus, donc c'est vrai que pour des personnes qui ne sont pas franchement passionnées par ça, je peux comprendre que ça peut être un peu lourd. Après, je ne suis pas non plus passionnée par le matériel d'alpinisme, on va dire, mais dans tous les cas, toutes les histoires qui se passent en montagne, ou ce genre de choses, mais j'aime pas trop le nature writing, mais toutes les histoires un peu, voilà, thriller, survie, etc., qui se passent en montagne ou dans de grands espaces comme ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc la lenteur relative du livre ne m'a pas du tout dérangée. Après, c'est quand même quelque chose à savoir que sur un livre de 1000 pages, l'action est surtout concentrée à la fin. Il se passe pas énormément de choses, hein, puisque en plus, déjà c'est long jusqu'à ce qu'ils arrivent sur l'Everest. Et à partir du moment où ils y sont, bah, c'est vrai que voilà, sur une montagne comme ça, en plus, plus on monte, bah, plus on avance lentement. Donc voilà, c'est à savoir, c'est un livre assez lent, mais moi personnellement ça ne m'a pas dérangé. Il y a un vraiment petit élément fantastique, j'ai envie de dire, le livre s'appelle L'Abominable, donc vous vous doutez peut-être de ce qui est suggéré. Après, c'est pas un livre fantastique en soi, il y aura un tout petit élément fantastique, mais voilà, je vous en dis pas plus. Le pourquoi du comment la personne qui cherche a disparu, la révélation un petit peu du mystère qui entoure tout ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a un côté historique véridique en fait dans cette histoire. Et ça m'a beaucoup plu, surtout sans vous dire de quoi il s'agit, je vais vous dire que ça se passe en juin 1924. Donc voilà, les personnages, il y a un anglais, un américain, un français. Et le français n'est pas trop concerné. Il se trouve là un peu par hasard. Je sais pas si... Voilà, mais j'ai pas trop envie de vous dire. Mais je m'attendais pas du tout à ça et c'était super intéressant. Voilà, je pense que je vous en ai dit pas mal sur ce livre. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié la lecture, malgré quelques longueurs qui, moi, ne me dérangent pas. De toute façon, en général, les longueurs, quand c'est bien écrit, ça ne me dérange pas. Voilà, donc je pense que j'embrayerai sur d'autres livres de Dan Simmons là tout de suite. Je ne sais pas trop lesquels, puisque comme je vous disais en début de vidéo, les trois auteurs que je vais présenter sont assez versatiles. Dan Simmons a écrit du thriller, la science-fiction, je ne sais pas s'il a vraiment écrit de la fantasy. Mais il a écrit pas mal de choses. Je sais que Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert a lu Hyperion il y a pas longtemps et j'ai pas encore regardé sa vidéo où elle en parle. Donc peut-être qu'à la suite de celle-ci, ce sera le titre qui me tentera le plus, je sais pas, à faire suivre. Le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de La Ligne Verte de Stephen King. Je pense que tout le monde connaît un petit peu l'histoire. Désolée pour ça. J'en peux plus de ce chat. Pardon, je pense que tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de la ligne verte, ne serait-ce qu'à travers le film avec Tom Hanks. Film que j'avais vu plusieurs fois, mais j'avais jamais lu le livre et je sais pas, j'avais envie de le lire. Je sais pas si quelqu'un m'a donné envie, je me souviens plus. Mais bon, voilà, le fait est que j'avais envie de le lire. Et ce qui est marrant avec la ligne verte, d'ailleurs, je l'ai expérimenté au moment où j'ai acheté le livre, c'est qu'en général, les gens se doutent pas du tout que c'est écrit par Stephen King et ça les étonne un petit peu. Donc, comme Dan Simmons, il faut savoir que Stephen King est un auteur quand même assez versatile. C'est pas un auteur d'horreur. Enfin, moi, ça m'énerve un petit peu quand je lis ça, mais bon.
Il a écrit dans plein de genres différents. Et le cantonner à l'horreur, je trouve ça très réducteur. Il y a quand même... il y a souvent, dans plusieurs de ses livres, il y a souvent quand même une dimension métaphysique. Et alors dans la duologie, ça, qui à la base, je sais pas si c'est une duologie d'ailleurs, si c'est pas un truc qui a été séparé en deux. Bref, dans le livre, ça, il y a une dimension métaphysique, mais énorme. Ça va vraiment très très loin. Et le film, que ce soit l'ancienne adaptation ou la nouvelle d'ailleurs, bon, ils sont sympas à voir, mais ça n'explore pas du tout ce côté-là. Ça reste vraiment très en surface de l'histoire. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a une réflexion très très intéressante dans ces livres-là. Bref, on va revenir sur la ligne verte. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, il peut y en avoir. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, mais c'est mon chat qui joue avec son jouet. Je ne peux rien y faire. Voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, en fait, on va suivre un gardien de prison, enfin on va suivre un groupe de gardiens de prison qui travaillent dans l'aile des condamnés à mort, en fait. Et le récit est raconté du point de vue de Paul, qui est le gardien en chef, en fait. Donc on va suivre un petit peu leur quotidien de gardien de prison, qui est rythmé par les arrivées de certains prisonniers et fatalement par les départs de certains prisonniers également. Voilà, donc on parle de condamnés à mort, hein, fatalement, et dans ce livre, la seule méthode d'exécution, en fait, c'est la chaise électrique. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, on va dire, c'est que la chaise électrique dans ce livre est limite personnifiée. Elle est surnommée la veuve courant, et à chaque fois, quelques jours avant l'exécution, ou la veille, je pense, de l'exécution d'un prisonnier, ils sont obligés de faire des répétitions pour être sûr que tout va bien se passer le jour de l'exécution, étant donné qu'il y a quand même un public, etc. Il faudrait pas que, voilà, que ça se passe mal et traumatiser les gens, en fait. Et même les gardiens, limite, ont peur de toucher la chaise électrique. Enfin, c'est assez... voilà. Un autre personnage marquant du livre, c'est évidemment John Caffey, qui est un Afro-Américain très grand, très très large, pardon. C'est vraiment une armoire à glace. Et le jour où il va arriver dans l'aile, où il va rencontrer Paul, il va sentir qu'il y a quelque chose de bizarre, quelque chose de particulier chez cet homme-là. Il n'est pas comme tout le monde, il y a un truc qui le perturbe. Voilà. Je ne vais pas vous en dire trop plus sur pourquoi il est perturbé, est-ce que c'est légitime, est-ce que voilà. Mais sachez qu'il y a une dimension fantastique dans ce livre quand même un peu plus forte que dans le livre précédent. Donc dans ce livre, Stephen King, il décrit, mais j'ai pas l'impression qu'il juge. Après, si vous connaissez un petit peu l'auteur, vous connaissez très bien certaines de ses positions politiques, c'est pas... voilà. Mais ce livre, j'ai l'impression que c'est vraiment de la bienveillance et de la tolérance. Et nous-mêmes, en tant que lecteurs, on voit des condamnés à mort passer, mais on les juge pas à travers le prisme de leur passé ou des crimes atroces qu'ils aient pu commettre. On les juge sur l'instant. On juge l'homme qui est là, en face de nous. Et c'est vrai que c'est très perturbant parce qu'on sait quels crimes ils ont commis, mais pour autant, on n'arrive pas à ne pas s'attacher à certains des personnages. Et ouais, ça fait se poser quand même beaucoup de questions. Après, dans l'absolu, ce sont des criminels, ils ont été jugés, donc voilà, la sanction doit aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est quand même perturbant. Et les gardiens de prison qui travaillent dans cette aile ne sont pas du tout là pour, pareil, pour juger les prisonniers sur leurs crimes, etc. Pardon. Ils sont juste là voilà, pour veiller à ce que tout se passe bien, pour leur donner quand même un semblant de dignité et de vie normale, on va dire, dans l'attente de leur exécution. Mais voilà, ils ne jugent pas par rapport au crime. À part, bon, il y a un personnage qui est pas très cool, mais ils maltraitent pas les prisonniers. Enfin, ils connaissent leurs crimes, mais... Ah oui, mais là, t'es chiant. Ils connaissent leurs crimes, mais entre guillemets, ils en font un petit peu abstraction. La justice a fait son travail. Après, maintenant, c'est pas à eux de poursuivre l'accusation ou quoi que ce soit. C'est un très beau livre. J'en peux plus. C'est un très beau livre de Stephen King, je vous le conseille fortement. En plus, ça change un petit peu des autres livres qu'il a pu écrire. Par contre, c'est très émouvant. Moi, je recommande de lire quand même assez lentement parce que c'est dur. Il y a quand même plusieurs passages quand même un petit peu compliqués à encaisser. Voilà, même si l'écriture est très très fluide, comme c'est toujours le cas avec cet auteur, prenez peut-être un petit peu votre temps. Le dernier livre que j'ai lu, d'ailleurs c'est le dernier livre vraiment que j'ai lu,
Il s'agit des Dossiers du voile d'Adrien Thomas. Je l'ai lu en e-book, du coup je vais vous mettre la couverture juste à côté de moi. Alors dans ce livre, on se trouve à Paris. Voilà, oui, de nos jours, ouais. On se trouve actuellement à Paris, sauf que il y a la vie normale, on va dire, de Paris, et il y a la vie de l'autre côté du voile. Et de l'autre côté du voile, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a toutes sortes d'espèces qui cohabitent, des trolls, des fées, des sorcières, des vampires, des lycans. Voilà, il y a toutes ces personnes-là qui habitent. Et les êtres humains comme vous et moi ne sont pas du tout au courant de l'existence de ces autres créatures. Par contre, les autres créatures, bien évidemment, savent qu'elles cohabitent plus ou moins avec des non-méta, comme c'est décrit dans le livre. On a les méta-humains et les non-méta, voilà. Donc toute cette communauté vit sa vie, tout se passe bien, les êtres humains classiques, on va dire, ne sont pas au courant de leur existence, ils arrivent assez bien à la cacher, etc. Jusqu'au jour où il commence à y avoir quand même un petit peu trop de crimes dans la communauté magique de Paris. Ça commence, il se passe plusieurs trucs un petit peu bizarres qui déclenchent des petites guéguerres entre clans, etc. Enfin, ça commence vraiment à sentir le roussi. Et nous, on va suivre Tia Morstez qui travaille à la police, en fait, dans la brigade de régulation de ces espèces-là, en fait. Elle fait également partie d'une famille de sorcières, de magiciens, d'enchanteurs, je sais plus exactement. Ça doit être des enchanteurs parce qu'à un moment il est spécifié que Merlin est un de leurs ancêtres. Enfin voilà, elle fait partie de cette famille-là et sa mère est une personne extrêmement influente dans la communauté magique. Et en parallèle de suivre Tia et donc son enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe au sein de la communauté, pourquoi tout semble partir un petit peu en vrille. On va suivre également sa petite sœur qui est une adolescente qui va au lycée et qui elle aussi un petit peu malgré elle va commencer à avoir des éléments de réponse face à ce qui peut être en train de se passer dans la communauté. Donc elle va mener une sorte d'enquête parallèle, ça ne veut pas trop stresser non plus sa sœur tant qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe. J'ai bien aimé ce livre, de toute façon Adrien Thomas, comme les deux auteurs que je vous ai présentés avant, c'est une valeur sûre. Après, c'est sûr que c'est pas mon préféré de l'auteur. Je trouve que récemment, enfin dans l'année ou les 2 années qui ont précédé, Adrien Thomas il a pris un virage un petit peu... Voilà, en fait il faut savoir que moi je l'ai découvert il y a peut-être 4 ans, un truc comme ça, avec sa trilogie du Chant des Épines, qui est de la fantaisie en fait. Mais de la fantaisie, je trouve de très 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 bonne qualité. Et j'ai tout de suite adoré sa plume. C'est un petit peu, hein, c'est un petit peu exigeant. Et, enfin, moi, j'aime beaucoup. Ça me fait penser aussi, enfin, les deux auteurs de fantasy française que j'aime beaucoup, c'est donc Adrien Thomas et Pierre Pével, qui ont vraiment une très belle plume. On sent qu'il y a de la recherche, on sent qu'il y a du travail, on sent qu'il y a du talent aussi, hein, parce que ça ne s'invente pas. Et j'ai tout de suite eu un coup de cœur, on va dire, pour cet auteur. J'ai notamment dans ma palle la geste du 6e royaume qui se passe avant la trilogie du Chant des Épines, donc je sais que ça va être de qualité équivalente, ça va être une écriture équivalente, enfin ce qui m'a plu dans le Chant des Épines, je suis sûre à 100% que je vais le retrouver dans la geste du 6e royaume. Maintenant, dans tous les cas, Adrien Thomas, c'est un auteur qui écrit bien, c'est un auteur qui maîtrise son rythme, enfin, dans tous les cas, c'est toujours bon en fait ce qu'il fait. Après, récemment, j'ai l'impression qu'il a sorti des titres qui peut-être s'orientent plus vers une cible par laquelle je serais un peu moins concernée. L'écriture est un peu moins exigeante, un petit peu moins travaillée au niveau du vocabulaire, voilà, ce genre de choses. Ça reste quand même très bon, hein. Si on compare avec d'autres titres similaires d'autres auteurs, ça n'a rien à voir. Adrien Thomas reste toujours au-dessus quoi qu'il arrive. Ça m'a plu, en fait je sais pas si j'explique bien ce que je veux dire. Dans tous les cas, voilà, ce qu'il fait ça me plaît, mais ces titres récents c'est un peu moins exigeant, c'est un peu moins imprégnant, impliquant, enfin c'est un peu plus léger peut-être. Ouais, c'est peut-être un peu plus léger. J'ai été quand même assez décontenancée par le premier chapitre. Pourtant j'ai lu Vaisseau d'Arcane, j'ai lu Engrenage et Sortilège. Mais là, je pense que c'est aussi le fait, parce que
oui, je pense qu'on peut dire que c'est de l'urban fantasy. C'est aussi le fait que ça se passe clairement voilà, dans une ville que je connais, dans une époque à laquelle je vis. C'était un peu moins enchanteur, on va dire. Et ouais, le premier chapitre, j'ai trouvé ça très trivial. Ouais, je sais pas. Dans tous les cas, je vous le conseille quand même. Enfin, je conseille absolument tous les livres d'Adrien Thomas. Il m'en manque quelques-uns à lire. Mais quoi qu'il arrive, on passe toujours un bon moment de lecture hein, avec ces livres. Ça, de toute façon, c'est évident. Voilà, juste, il y en a certains qui me plaisent plus que d'autres, mais ça, c'est normal. Hein. J'ai juste hâte qu'il refasse peut-être un titre de fantasy comme il a pu faire avant. Je me jetterai dessus, c'est sûr. Voilà, donc qui conclut cette vidéo. J'ai l'impression que c'était très brouillon. Je vais voir au montage si ce que je raconte est clair. Mais ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas filmé, donc j'ai un peu eu du mal à mettre mes idées en ordre. En plus, j'avais pas beaucoup de temps pour filmer, malheureusement. C'est toujours comme ça, j'ai jamais de temps pour filmer, je suis toujours dérangée, bon, bref. Donc, voilà, en ce moment, je suis en train de lire Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Et j'espère vous retrouver bientôt pour vous en parler, du coup.